Et nous avons avec nous Recording in progress. un grand personnage qu'on ne peut pas présenter. On ne présente pas un grand, on l'annonce tout simplement. Donc, mesdames et messieurs, je vais céder le microphone à notre magistrat Florence Mathieu de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Qu'est-ce que la Cour d'appel vient faire dans la lutte contre la corruption? Est-ce que vous êtes intéressé à savoir cela? Alors, ok. Un peu de patience. Pendant 30 minutes, elle va nous parler. Et même moins. Et après, vous aurez l'occasion et le privilège de poser des questions, de faire des commentaires. Maître Mathieu, je vous cède le microphone. Oui, la Cour d'appel, c'est un maillon de la justice. Nécessairement, la Cour d'appel doit être intéressée à tous ceux qui a rapport à la justice. Elle fait partie intégrante de la justice. Parce que lorsqu'on interjette une affaire au niveau de la Cour d'appel, un tribunal de deuxième degré, elle va plancher sur le fond et sur la forme pour trouver une issue, je dirais une décision nette et précise sur le cas qui se présente à cette dite cour. À la Cour d'appel, les affaires sont traitées et sur la forme et sur le fond. N'oubliez pas que c'est un deuxième degré de juridiction. Lorsqu'un cas arrive à la Cour d'appel, contrairement au tribunal de première instance, il y a 3 juges. C'est un collège. Et ce sont ces 3 juges qui sont appelés à apprécier le cas qui se présente par devant eux. Et je crois que la Cour d'appel, c'est une instance très importante, beaucoup plus importante que je dirais que la Cour de cassation. Elle tranche sur la forme et sur le fond. Et assez souvent, les arrêts qui viennent de la Cour d'appel, à part quelques cas, sont retenus par la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'il y a un travail en profondeur qui est fait au niveau de la Cour d'appel. Surtout que ce soit en matière civile ou bien en matière pénale. Donc il y a des gens qui applaudissent et qui se réjouissent quand ils ne sont pas satisfaits de la décision à la Cour, à la TPI, au tribunal de première instance, d'interjeter appel à la Cour d'appel, où ils sentent qu'ils vont trouver solution à leurs problèmes. Peut-être qu'ils arrivent à bénéficier de l'arrêt de la Cour d'appel, parfois ils en sortent déçus. Donc, la Cour d'appel s'intéresse et aux matières civiles et aux matières pénales. La Cour d'appel a sa place dans la justice. Elle entend toutes les catégories d'infractions, sauf les contraventions, qui sont du ressort du tribunal de paix. Donc la Cour d'appel est bien placée en tant qu'instance pour prendre une décision juste et conforme à nos lois. Donc d'où l'importance de la Cour d'appel. Je ne sais pas si je dois commencer. Oui. Je devais commencer par féliciter le président de l'AFTEC, j'ai l'impression qu'il n'est pas là, pour son sens de... C'est une sorte d'innovation, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas. Pour son intégrité, quoi encore. Il a le sens de la perfection aussi, je dirais. Parce que s'il a essayé d'ouvrir son local pour, à côté de l'ULCC, combattre la corruption, il a du mérite. Je le félicite. Mais à part cela,
J'exprime ma reconnaissance envers lui de ce qu'il m'a choisi pour prendre part à ce débat, à cet entretien. Je lui remercie une fois encore. Donc, j'ai à vous parler ce matin, pas ce matin, il est 1h de cet après-midi de la corruption. C'est la corruption tient le haut du pavé depuis quelque temps, mais ce n'est pas aujourd'hui que la corruption existe dans notre pays. Elle existe depuis la colonisation, dit-on, parce que les planteurs de Saint-Domingue travaillaient la terre et renflouaient les caisses des colons sans être récompensés. C'est pourquoi on dit que la corruption, c'est une infraction importée. Donc cela veut dire qu'elle remonte à des siècles. Aujourd'hui, on en parle, mais c'est quand même quelque chose. C'est qu'on veut l'éradiquer. Comment l'éradiquer? Je vois qu'on commence par en aval, parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Nous allons essayer de voir, en quelque sorte, les causes de la corruption, et en fait, nous parviendrons aux effets de la corruption. Le 16 mars 2009, le secrétaire général de la primature avait informé que le conseil de gouvernement avait adopté le document de stratégie nationale de lutte contre la corruption qui a été présenté par le ministre de l'économie et des finances. Selon les rapports de la Transparency International, depuis 2009, Haïti est toujours classé comme le pays le plus corrompu. Pourtant, rien n'a changé. L'État a failli à sa mission par manque de volonté. Quand on parle de corruption, il y a nécessairement des liens de cause à effet. Et si l'on agit sur les causes, les effets disparaîtront. L'école, c'est le lieu de formation des enfants. C'est un milieu scolaire que l'enfant apprendra à bien se conduire, à bien se comporter. Je pense que dès l'enfance, l'éthique doit être enseignée à l'école pour qu'elle s'incorpore dans son esprit. Nous n'avons certainement pas suffisamment d'écoles en Haïti, parce qu'on considère Haïti comme l'un des pays les plus pauvres de la Caraïbe. Cependant, Haïti est trop riche pour être pauvre. Elle a toutes les richesses naturelles en son sein. Le développement de l'agriculture, nous n'avons pas suffisamment d'écoles, j'ai dit. De l'agro-industrie pourrait aider l'État à répondre aux besoins de la population. Cela pourrait lui permettre de créer des emplois. Parce que la création d'emplois, c'est le moyen le plus sûr pour éviter la corruption. Parce que quand les gens travaillent, ils ont la possibilité de payer leur loyer, de se nourrir, etc., de voyer leurs enfants à l'école. Mais quand il y a un tas de chômeurs, immédiatement, la corruption s'introduit partout, et dans l'administration et chez les particuliers. Beaucoup de gens en Haïti vivent dans le chômage. Je pense que créant des écoles professionnelles, l'État pourrait réduire sa charge de responsabilité d'employer tout le monde. Parce que chacun aurait un métier. N'attendrait pas, en quelque sorte, un emploi particulièrement dans l'État.
L'insécurité alimentaire, c'est encore une cause de corruption. Parce que lorsqu'on doit se nourrir, on est appelé à faire n'importe quoi. Ventre vide n'a pas d'oreille. Des millions de gens en Haïti meurent de faim et ils doivent survivre. Dans cet ordre d'idées, on va parler de l'abus d'autorité, puisqu'il y a des gens qui n'arrivent pas à assouvir leurs besoins. Le responsable d'une administration trouve le moyen le plus favorable de s'adresser à un employé pour le porter à obéir, en quelque sorte, à faire droit, en quelque sorte, à sa demande. D'où l'abus d'autorité. Nous sommes là en présence d'un corrupteur et d'un corrompu qui est obligé de céder parce qu'il a des besoins. Besoin de loyer, besoin de se nourrir, besoin de payer l'écolaire de ses enfants. Il cède. C'est pas que je sois en train de lui pardonner, mais quand même. Ceci peut se faire, la corruption, soit par personne interposée, soit directement. Et le corrupteur, ou plutôt le corrompu, il est trop heureux d'augmenter son salaire quand il reçoit un pot de vin. De cette catégorie de corruption, le LCC a proposé une autre forme de corruption, particulièrement pour les employés des services publics. Cette corruption s'appelle sextorsion ou extorsion sexuelle. C'est quand quelqu'un qui est employé de l'État veut avoir une augmentation, ou bien quelqu'un qui s'adresse à un directeur ou n'importe qui, un ministre, pour faire partie de son service, et que jeunes filles et jeunes garçons sont obligés de se donner pour obtenir ce qu'ils demandent. Vous voyez ce que je vous dis? Oui. Parce que c'est commun en Haïti. On ne peut pas le cacher. C'est commun. On n'en parle pas, mais ça existe. La corruption s'étend jusque dans les conflits terriens. Il y a les actes authentiques qui peuvent être antidatés pour permettre à ceux-là qui détiennent de faux titres d'avoir la préséance sur ceux qui ont des actes réguliers. Ils antidatent leurs actes de vente et comme ça, et les juges sont enclins à leur donner raison sur l'autre qui possède de faux actes. Donc, les acteurs qui rentrent dans cette catégorie d'histoire, d'affaires, ce sont les notaires, ensuite les arpenteurs et la DGI aussi, parce que l'enregistrement doit se faire à la DGI. Donc la création d'emplois est urgente, comme je l'ai dit, parce qu'il faut des possibilités économiques à tout le monde pour endiguer, pour finir avec ce mal. Et ceci rentre dans les attributions de l'État. Le commissaire du gouvernement a son rôle à jouer. En ce sens, il doit être à l'écoute des dénonciations et faire œuvre qui vaille en présentant son réquisitoire d'informer au juge Recording in progress.
Cette démarche est importante pour ne laisser aucune place à l'impunité. Jusqu'ici, la justice répressive n'a pas encore agi. Corrupteurs et corrompus n'ont pas été arrêtés. Sauf pour le cas de Sugo, où on a eu à juger de directeur d'école. Mais à part cela, je n'ai pas entendu de procès sur la corruption. Je ne sais pas s'il y en a. Donc, la morale doit avoir sa place. Parce que dès l'enfance, le petit haïtien doit être imprégné de son sens du respect de la loi. Je pense qu'au niveau des universités, la corruption devait avoir sa place. Le droit, en général, devait avoir une partie, je ne sais pas tout, mais l'universitaire devait connaître ses droits et aussi ses devoirs. Donc, une introduction au droit devrait être faite au niveau des universités. La multiplication des écoles professionnelles sur toute l'étendue du territoire, comme je viens de le dire, permettrait à chaque individu, à chaque Haïtien, de gagner sa vie honorablement, pour n'être pas à la rescousse d'un ami ou d'une personne plus haut placée, ou d'un homme en quelque sorte. Le secteur public, tout comme le secteur privé, entretiennent la corruption. Parce que l'État doit s'adresser au secteur privé lorsqu'il doit procéder à un achat quelconque. La contrebande, que l'on considère comme un délit, fait partie aussi de la corruption. Et la contrebande devait être considérée de nos jours comme un crime. Parce que quand on devrait verser à la douane une valeur de millions, de gourdes, on n'en verse même pas la moitié. Qu'est-ce qui perd? L'État. Qu'est-ce qui perd encore? La population. Et l'État, à ce moment, ne peut pas remplir tous ses devoirs, toutes ses obligations. Donc, il s'agit donc pour la justice d'appliquer les sanctions qui s'imposent contre tout contrevenant à quelque classe qui l'appartienne. Donc, il serait important de relancer l'économie. Nous avons perdu le sens de l'initiative. Il n'y a aucune initiative au niveau de l'État. Il faut en amont d'abord, pour résoudre le problème de la corruption, il faut le résoudre en amont au lieu de l'attaquer en aval. Il y a des étapes à franchir en ce qui a trait à la prévention et à la répression. Nous sommes en matière pénale, nous parlons de prévention et ensuite de répression lorsque la loi est violée. Il faut la transparence dans le recouvrement et l'utilisation des recettes de l'État. La transparence. Je parle des recettes fiscales, des recettes douanières. Et ensuite, récompenser les employés qui ont un bon comportement. Mettre en exergue l'intégrité des cadres de l'administration publique. Renforcer les procédures
de passation des marchés publics. Il importe aussi de décentraliser et de déconcentrer les pouvoirs de décision. Naturellement, c'est l'État qui décide. Mais ce n'est pas l'État de Port-au-Prince seulement qui peut décider. Nous avons 10 départements et les mairies. Il y a la presse qui a son mot à dire. Il y a aussi la société civile qui doivent renforcer leur action de la lutte contre la corruption. La presse peut aider l'État dans ce rôle d'information. Elle est appelée à informer l'État dans tous les cas de corruption. Il y a la société civile aussi. Comme toutes les institutions étatiques, il y a le Parlement. Le Parlement n'est pas une institution saine. On trouve la corruption aussi au niveau du Parlement qui fait les lois, qui élabore les lois. On trouve la corruption au niveau du Parlement. Donc c'est pourquoi le Parlement n'est pas exclu de la corruption. Il doit être impliqué aussi dans cette lutte, sans laisser de côté les partis politiques. Il y a de la corruption aussi dans les partis politiques. Il y a des partis politiques qui n'ont même pas une dizaine de personnes et pourtant qui vont aux élections et qui reçoivent de l'argent pour mener campagne. Donc les partis politiques doivent améliorer leur mode de fonctionnement. Ce sont là des objectifs qui donneront des résultats tout au moins positifs. Ce sont des normes de conduite honnêtes, transparentes, qui seront offertes à la société et qui permettront de réduire la pauvreté. Tant qu'existe la pauvreté, on aura beau parler de corruption, celle dernière existera toujours. On ne pourra pas s'en passer. Il faut agir, l'État doit agir. On aura beau faire des ateliers, etc., des conférences. Il faut combattre la corruption tout au début. Il ne faut pas qu'elle prenne cher et reste permanente. Les objectifs sont longs dans le combat anti-corruption. Ce sont des prévisions à long terme. Pour une bonne gouvernance, il faut l'application de mesures effectives, telles que la reddition de comptes. Beaucoup d'employés publics s'enrichissent. Et par quels moyens? Ce sont nos revenus qui enrichissent ces employés. Il faut savoir comment cet employé-là était rentré à tel département, à tel ministère, et après 10 ans, que devient-il? Ce n'est pas du tripotage. Ce sont des dénonciations qui doivent être faites à la justice. Et la justice prendra sa responsabilité pour traîner ces gens par devant un tribunal. Donc, la reddition de comptes par les ordonnateurs et les comptables de deniers publics. On en sait long, mais on ne va pas s'attarder. La transparence de la passation des marchés publics et le contrôle de l'État dans l'exercice de leurs fonctions pour la prévention de la corruption. Et ces effets néfastes
sur le développement du pays. La corruption empêche un pays de se développer. Donc, il faut toute une synergie des institutions publiques et privées pour atteindre ces objectifs. On pourrait citer quelques causes de corruption, ce qui entraîne la corruption. Il y a la lenteur qui est enregistrée dans les prestations de services publics à fournir aux usagers. Vous allez à la DGI, vous prenez du temps, les employés ne s'occupent même pas de vous, comme s'ils n'avaient même pas besoin de votre argent pour renflouer leur caisse. Et ceci dans plusieurs administrations, que ce soit à la douane, un peu partout. Le népotisme, voilà encore ce qui peut entraîner la corruption. On vous nomme directeur d'un service et vous entourez de toute votre famille. Et si possible, si on pouvait venir avec les animaux, on le ferait aussi. Donc l'argent reste là. Il ne circule pas. Ce sont ceux-là qui ont besoin de se nourrir, pas les autres. Vous ne faites pas partie de cette famille, vous ne pouvez pas entrer dans notre sein. L'État, c'est nous. Ce n'est pas la population. On doit tenir compte de tout cela pour combattre la corruption, le népotisme. Il y a la faiblesse, oui, la faiblesse du système judiciaire. Non seulement la lenteur et la faiblesse du système judiciaire. Vous imaginez qu'un Américain qui vient en Haïti, il commet un crime quand il sait que il n'y a pas de justice en Haïti. C'était pour avoir l'assurance de sa femme. Il a fini de s'entendre avec des bandits, on a tué la femme et puis il est parti. Nous avons mis en branle l'Interpol et tout de suite, on l'a retenu au moment où il entrait ou sortait, je ne sais pas, de la banque. On a mis la main au collet de ce mari indigne. Mais dans l'espace de 6 mois, le procès a eu lieu et il a été condamné. Mais ce n'est pas comme ça ici. C'est ça la faiblesse de notre justice. Les dossiers n'avancent pas. Les dossiers sont placés dans un tiroir et quand le greffier le veut, je ne sais pas comment ça se fait, quand le greffier le veut, il le présente. Tout dépend de son intérêt aussi parfois, il le présente au juge. Ça doit changer. C'est le mode de fonctionnement de la justice qui est mauvais. Et la dépendance de la justice dans l'inapplication des lois anticorruption. La dépendance de la justice dans l'inapplication des lois anticorruption. On en aurait tellement. Si quelque part, ces procès n'étaient pas bloqués, on en aurait. La répression, le deuxième volet, prévention, répression, qui pourrait conduire à une condamnation et aussi à une réparation, parce que cet argent doit revenir à l'État. L'argent volé doit revenir à l'État. Donc c'est pourquoi je parle de réparation. Condamnation ne suffit pas, mais il faut aussi réparation. N'est jamais appliqué et fait place nécessairement à l'impunité. C'est notre marque de fabrique. L'impunité. Et ensuite, la non-transparence de la gestion des affaires de l'État. Je pourrais aller jusqu'au tribunal de paix pour vous dire ce qui se passe à ce niveau.
En matière pénale, le juge de paix, lorsqu'il doit se déplacer, n'a pas à demander à se faire monnayer par le demandeur. Moi, j'ai déplacé un juge de paix, j'ai payé, il m'a obligé à lui donner de l'argent. Et ça, en matière pénale, on n'a pas le droit de donner de l'argent à un juge de paix. En matière civile, oui, mais pas en matière pénale. Sachez-le. C'est quoi? Peut-être qu'il ne va pas se déplacer. Si vous ne lui donnez pas de l'argent, il ne va pas se déplacer, malheureusement. On est en Haïti. On devrait porter plainte contre un juge de paix qui réclame de l'argent pour se déplacer en matière pénale. En matière civile, oui, mais pas en matière pénale. C'est ce que je sais. Donc, absence de reddition de comptes par les gestionnaires des deniers publics. La corruption se présente sous diverses formes. On a le pot de vin, on a la concussion, l'autorité publique, c'est-à-dire qui exige une forte somme ou bien qui accorde une franchise. On accorde des franchises par-ci, par-là. Ça, ce sont des actes de corruption en violation de la loi. L'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent, c'est de la corruption provenant des crimes économiques, l'abus de fonction venant des crimes économiques, les crimes financiers, la surfacturation et la sous-facturation aussi des redevances de l'État, le détournement de fonds, la passation illégale de marché, etc. Ce sont ces faits que la justice doit réprimer et pour lesquels elle ne réagit pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas de procès sérieux contre la corruption. La corruption, quand elle n'est pas réprimée, elle projette une image négative à l'extérieur. Elle constitue un obstacle au développement socio-économique du pays. Elle décourage les investisseurs nationaux et étrangers. Elle est coûteuse pour l'économie de marché et pour la population. Donc, il s'avère indispensable de l'éradiquer et pour cela, il faut crédibiliser la volonté de l'État. Nous ne trouvons pas de volonté auprès de l'État pour vraiment éradiquer la corruption. Et elle persistera tant que nous ne retrouverons pas cette volonté au niveau de l'État. Merci et Voilà, merci. On a été bien servi avec Maître Mathieu. Et voilà, le décor est planté. Vous avez des commentaires, des questions. Et rappelez bien que la lenteur de la justice qu'elle a dit, et il y a une des causes essentielles, selon Maître Mathieu, c'est la pauvreté. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez des objections? Ça veut dire que dans un pays pauvre, c'est un terrain fertile pour la corruption. Bon. Alors on va voir, est-ce que c'est une excuse qu'on est pauvre, on doit être corrompu? Donc, je ne sais pas, mais c'est à vous de savoir. Et si vous avez des questions, des commentaires, et c'est le moment de le faire. Mais je vous rappelle que l'UCREF ne peut pas être là avec nous à cause du climat d'insécurité, surtout probablement la route de Frères. Ici aussi. Ici. Devant la cour d'appel, il y a un barrage. Il y a un barrage de la cour. Ok, bon, voilà, bon. C'est notre quotidien, bon. Ah oui. On n'a pas le choix, mais vous êtes tous des braves. Alors, on y va. Et si vous avez des questions. Merci. Bonsoir à tout le monde. Et je suis Dr Louis-Charles. Bon, c'est concernant cette assertion qui dit que on ne peut pas avoir, dans un pays pauvre, on doit avoir nécessairement, il paraît, de la corruption. Alors, je dis qu'en général, mais les corrompus, ce ne sont pas les pauvres. Ce sont les dirigeants, ce sont les dirigeants. Les dirigeants ne sont pas pauvres, en général. Donc, vous voyez, on peut diminuer très fortement la corruption, même si on est pour moi, même si on est dans un pays pauvre. Et on va voir ça. On va diminuer la corruption en Haïti. Mais bien entendu, si vous passez et tous ces jeunes qui sont là participent, font la pression nécessaire. Mais pour moi, étant donné que je viens de dire que ce sont les dirigeants qui sont corrompus, ce ne sont pas les pauvres.
Donc, pour moi, on peut diminuer la corruption. C'est pour moi. En dépit de la pauvreté. Alors, on prend une série de 3 questions, après vous pouvez répondre, ça va bien, parfait. Ok, on va faire une discrimination positive, on va aller au fond, et après c'est toi. Vas-y. Ah. Elle dit tout à l'heure qu'en tant que juge, elle a payé le revenu pour se déplacer. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça de paradoxe, puisque les garanties en France est déterminante. Ici, pour nous parler de corruption, elle est en train de payer des juges pour un acte de corruption. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Géralda Medna, étudiante mémoirante en droit. Ah, okay. En fait, ma question, avant de poser ma question, tout d'abord, j'aimerais rectifier quelque chose pour le docteur Ok, vas-y. qui a parlé, qui a dit que les pauvres ne sont pas les corrompus, ce sont les responsables. Il y a la différence entre les corrompus et les corrupteurs. Donc, les corrupteurs, ce sont les responsables de l'État. Mais par contre, ce sont les pauvres, les corrompus. Parce que les personnes qui prennent les rues, qui n'arrêtent pas de nous bouleverser avec des tirs, etc., ce ne sont pas les responsables de l'État. Ce sont des pauvres, des personnes en difficulté qui ne pouvaient même pas donner à manger à leur famille, qui avaient d'autres problèmes, donc ce sont des corrupteurs. Ils sont dans l'obligation de vivre et de faire quelque chose afin de prendre soin de leur famille d'une façon ou d'une autre. Le débat contradictoire est donc, ma question c'est, puisque la question de la sextorsion, c'est pas normalisé, je pourrais dire, ou bien c'est pas trop, hein? C'est pas légalisé en Haïti, et puis on n'en parle pas beaucoup non plus. Et par contre, il y a beaucoup de personnes, hommes et femmes, qui sont victimes de cet acte de corruption. Donc, je voulais vous demander, pour vous, quelles seraient peut-être les mesures qu'on pourrait prendre pour éradiquer ou bien diminuer le taux de sextorsion et ensuite de l'éclaircir, en fait, afin que tout le monde puisse connaître que ça existe. Parce qu'il y a des personnes qui vont entrer dans des bureaux de l'État et puis qui ne savent pas à quoi ils auront affaire. Donc, c'est nouveau pour ces personnes. Et comment ils devraient réagir, comment ils devraient se protéger face à cet acte de corruption. Merci. Maître Mathieu, voilà, vous avez 3 questions déjà, mais c'est à vous le microphone pour répondre. Monsieur Charles, on doit avoir un parrain, pas vrai? Un parrain, il est parti. Il est parti. Oui, c'est vrai, en Haïti, on doit avoir un parrain. On doit être recommandé par quelqu'un. Et depuis quelque temps, dans les services publics, on fait subir un examen à ceux-là qui demandent un emploi. Et je trouve que c'est juste. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout préparés, qui occupent des postes de l'administration publique, qui ne sont même pas à la hauteur de leurs tâches. Donc on demande un parrain. Je crois qu'on a tendance à supprimer cette affaire de parrain et on fait subir un examen à tous ceux-là qui briguent, qui veulent faire partie du service public. C'est un examen qu'on fait subir actuellement. Ceci est demandé par l'OMRH. Et je trouve que c'est bien. Parce qu'il y en a qui sont tellement nuls quand ils arrivent, quand ils trouvent un emploi. La majorité. C'est peut-être vrai. Et ensuite, deuxième, ce ne sont pas les pauvres qui sont corrompus. Mais on trouve beaucoup plus de corrompus dans les pays pauvres. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas de quoi vivre. Ils ne reçoivent pas d'argent, ils vivent au jour le jour. C'est ça, dans les pays pauvres, on trouve beaucoup plus de pauvres. C'est tout à fait normal
Si vous allez en Europe, dans les pays comme les pays scandinaves, vous n'allez pas trouver de pauvres. Parce que tout le monde a un emploi, on a de quoi vivre. Mais dans les pays ruraux, c'est là qu'on doit trouver plus de pauvres. C'est tout à fait normal. Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent, vous êtes au chômage, vous êtes un pauvre. Et ensuite, en l'extorsion, qu'est-ce qu'on devrait faire? Vous supposez que la personne travaille. Je dois répondre à la personne, l'employé travaille et son directeur, son chef hiérarchique, qui lui fait des propositions. Ma chère, si tu peux, tu sais ce que tu dois faire pour que je réponde à ta demande. Et elle ne veut pas perdre son poste. Elle est l'aînée de la famille. Elle cède. On dira d'elle qu'elle est une corrompue. Je ne sais comment, quel qualificatif donner à cette personne-là, à cette fille. Et même un homme aussi, on le trouve chez un jeune garçon aussi. Et pas seulement chez les filles, mais aussi chez les jeunes garçons. On a toute une famille à nourrir. Fort heureusement, on a trouvé un poste. Et si vous demandez, vous dénoncez ce monsieur-là, vous perdez votre travail. Que faire? Là, je n'ai pas de réponse à cela. La réponse est plutôt personnelle. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire à la personne, vous devez laisser, on va vous révoquer, laissez-vous. Elle arrive, elle trouve un autre emploi, c'est la même chose. Bon, la dénonciation, elle va perdre son poste. La personne va perdre son poste. La personne va perdre également sa crédibilité. Mais c'est la dénonciation. Et elle peut porter plainte également. Et au niveau de la justice? Mais oui, pourquoi pas? Et plusieurs personnes, toutes celles qui se sentent frustrées, peuvent porter plainte. On a des preuves. Oui, on n'a pas de preuves là, donc c'est la parole. Il peut toujours nier, c'est ça, oui. Et l'enregistrement, par exemple, si la personne enregistre, Si la personne, on peut toujours attendre que la personne perde son poste et puis pour l'amener devant la justice. Parfois la personne est toute puissante, on attend que cette personne perde son poste et puis on agit. Oui, en ce qui a trait au juge de paix, j'ai dénoncé ce fait au niveau du ministère. J'ai été voir le ministre à ce sujet. Je lui ai dit ce qui m'est arrivé. Et le ministre a appelé le juge et bon, l'a blâmé en quelque sorte. mais il sait qu'une nouvelle fois, d'ailleurs je n'irai même pas le trouver, il sait qu'il ne recommencera pas parce qu'on a porté plainte contre lui. Pardon? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai porté plainte tout simplement. Je ne peux pas demander sa révocation. Le ministre ne peut pas le révoquer. À cette époque, on n'avait pas le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc c'est au ministre que je m'étais adressé. Donc il avait blâmé. Alors, les questions sont très intéressantes. Et si j'ai une question en ligne. Oui. Eh bien, vas-y, est-ce que c'est... C'est Odonel Vertilien. Merci pour l'exposé. Comment peut-on éradiquer la corruption tout en admettant qu'elle est endémique? Endémique. Ah ben, tu peux noter. La corruption empêche le développement de pays. Développer ce pays. Donc, il travaille à tout le monde. Dans les sports, si on fait la mesure, on ne va pas éradiquer. On ne va pas parler de la corruption. Très bien. Les gens ont besoin de l'argent. C'est souhaitable. On a besoin d'argent pour vivre. C'est souhaitable. C'est un peuple travailleur, là-dessus. C'est un peuple travailleur. C'est un peuple qui ne demande qu'à travailler. Très bien. On fait silence, s'il vous plaît, on écoute. Et s'il y a d'autres questions, commentaires, vas-y maintenant, voilà. C'est ton tour. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais mettre On fait silence, s'il vous plaît. Le doigt.
Alors, merci Maître Mathieu pour l'exposé. Vous avez parlé de la dépendance des lois et dans la corruption. Maintenant, j'aimerais savoir, alors quand vous parlez de la dépendance des lois dans la corruption, qu'est-ce que vous voulez? Pardon? C'est dépendant de la... Ah, une application que vous avez dit? Ah, d'accord, je m'en excuse. D'accord. Mais que pensez-vous, par exemple, de l'ULCC? Est-ce que les bras de l'ULCC, par exemple, dans le cadre de la lutte contre la corruption, ne sont pas trop courts? Les bras de l'ULCC, par exemple. Pardon? Le travail de l'ULCC n'est pas gratuit. Le travail de l'ULCC doit être élaboré par les parlementaires. Donc, le Parlement n'a qu'à ajouter, n'a qu'à augmenter ce que propose l'ULCC. Oui, c'est-à-dire l'ULCC n'a pas fini son travail. C'est amélioré par le Parlement. C'est peut-être la raison. C'est pas encore une loi, l'ULCC ne fait pas de loi. C'est le Parlement qui a fait ça. Ok. Oui, d'accord. Merci. Ok, d'autres questions, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Et je remercie la Cour d'appel pour son intervention. En fait, ma question est la suivante. Comment la Cour d'appel contribue-t-elle, si elle ne le fait pas encore, à renforcer l'efficacité des efforts de lutte contre la corruption? À renforcer l'efficacité des efforts de lutte contre la corruption. C'est bon? La Cour d'appel ne peut pas seule renforcer les efforts de la lutte contre la corruption. La Cour d'appel seule. Oui, c'est la raison pour laquelle je parle de contribution. C'est tout le pouvoir judiciaire qui doit le faire. Et ceci doit partir des lois. Le pouvoir judiciaire ne fait qu'appliquer les lois. Le pouvoir judiciaire ne fait pas de loi. Tout comme l'exécutif ne fait pas de loi, n'élabore pas. Il appartient au Parlement de venir avec des lois, de nouvelles lois, et ceci chaque année, pour aller améliorer notre système judiciaire. Le Parlement ne fait pas assez ou ne fait pas du tout pour améliorer le système judiciaire. Le Parlement travaille pour le pouvoir judiciaire. Nous ne faisons pas de loi, nous n'élaborons pas de loi. Nous appliquons les lois telles qu'elles sont, même quand elles seraient mauvaises, même quand elles seraient... qu'on ne voudrait même pas les accepter. Mais on est obligé de s'en servir. Nous ne faisons pas de loi, nous autres, au pouvoir judiciaire. Oui, nous avons une question sur le Zoom. Et c'est de Fabiola. Alors, plusieurs notaires sont connus pour leur acte de corruption et cependant, leur licence n'a jamais été enlevée par le ministère de la Justice qui traite ces dossiers. Comment pouvez-vous expliquer ceci? Oui, j'ai eu des cas où, pas tellement des notaires, peut-être qu'on n'a pas porté plainte, j'ai eu le cas d'un arpenteur. Et l'affaire est arrivée à la cour d'appel et on a beau chercher cet arpenteur et il a pris la fuite et il s'est caché à l'extérieur. Mais le dossier est encore là, jusqu'à ce qu'il retourne. Oui, il ne restera pas impuni. Une fois qu'il retournera en Haïti, on mettra la main sur lui et puis il y aura un procès. Je connais un arpenteur, j'avais le dossier. Oh, mais on ne... Il est en cavale, je dirais. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais aussitôt qu'il retournera en Haïti, on mettra la main sur lui. Il n'y a pas de prescription. Pardon? Pas de prescription. Et? Il n'y a pas de prescription. La prescription? Est-ce que c'est un faux? Ah oui. Tout faux est considéré comme un crime. Si on doit respecter le délai de la prescription. S'il retourne après 10 ans,
le commissaire du gouvernement ne pourra pas procéder à son arrestation. Parce qu'il est prescrit. Oui. Non, je n'ai pas vu ça dans le code d'instruction criminelle. Donc pour le crime, dans les lois sur la corruption, ça dépend du degré de corruption. Ce n'est pas pour toutes les corruptions, ça dépend aussi du degré de corruption, de l'immensité. Alors pour la corruption, comme c'est tout à fait nouveau, maintenant, parce qu'il y a des lois, on va se référer aux lois, tout simplement. Ce que dit la loi, on va l'appliquer. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Gerline Aimé, mémorante en sciences juridiques. Alors, bon, c'est à propos de tribunaux et cours tout. N'a pas eu d'appareil judiciaire, encore pouvoir judiciaire. Comment un appareil judiciaire qui corrompu capable de faire pour combattre la corruption? Ça c'est une. Et deuxième question, est-ce que vous êtes capable d'éradiquer en soi la corruption dans un pays? Bonjour à tous. Moi, je suis Benzi Lilith. En fait, j'ai un commentaire plus une question. Commentaire là, c'est pas rapport. Bon, malheureusement, il n'est pas là. Et notre cher collègue qui a mentionné que les gens qui ne tête l'État, ils sont riches. Comment ils font à faire corruption? Est-ce que c'est pour prendre le contre-pied d'un bail d'éthique? Mais en fait, ça qui m'explique, c'est que c'est pas que les gens qui n'ont pas l'État sont riches vraiment. Bien entendu, ils ont un salaire fixe. C'est à travers la corruption qu'ils deviennent riches. Nous voyons ça. Salaire que vous gagnez est fixe ou tout bas, ça ne va pas permettre de devenir riches. Mais bien entendu, par rapport à nous-mêmes, bien par rapport à salaire moyen de catégorie sociale et puis bas, nous trouvons que l'élevé. Mais d'autre part, niveau de salaire augmenté, élévation du niveau de revenu, marché à élévation du niveau de vie. Qui dit que, ou pas le faire face à même coût la vie, que yon moun, par exemple, on chauffeur camionnette, par même exigence pour l'habiller, ou encore autre chose, côté le rété, tout ça. Mais donc, ça pas garanti ou riche vraiment, les que ou entrer dans l'État, dans le fonctionnement de l'État. Maintenant, ma question, c'est, lors des séances précédentes, et même aujourd'hui, et les noms des institutions, qui ça qui cause, comment pour nous combattre la corruption, on dit comme ça, que d'abord, il faut qu'on volonté au plus haut degré de l'État. Et il y a un qui dit président, premier ministre, madame a mentionné, c'est le Parlement. Maintenant, le Parlement est au niveau de l'État, généralement, c'est au suffrage universel que yo mettez mon zao en fonction. Maintenant, faut que nous aller tout, c'est comme question pas maintenant, c'est qui proposition qu'on va faire sous critère de sélection, c'est-à-dire bon, on a dit au bail carnet, là, vous êtes président, bon, c'est dans ce sens qui sa proposition sous critère de sélection pour un monde capable éligible pour demander pour représenter pays noir dans un poste qui de haute importance comme ça. Merci. D'abord, que dit critère de sélection, pas vrai? Voyons la Constitution. Que nous dit la Constitution pour devenir soit député, sénateur et même président? Je pense que vous le savez, comme moi. Cette sélection, est-ce qu'elle peut être faite par le Conseil électoral
je ne sais pas, provisoire, c'est ça, par le Conseil électoral. C'est la Constitution qui a décidé. Voilà les critères. Le Conseil électoral ne fait qu'appliquer ce que dit la Constitution. Ne peut pas aller au-delà. On ne va pas demander à un candidat à un poste de député ou de sénateur de produire son certificat de baccalauréat ou bien une licence. C'est parce que dit la Constitution. C'est un critère. Mais le CEP est obligé d'observer ce que réclame la Constitution. Point barre. Mais si on a proposé plus façon pour l'État comme si l'État peut voter pour ces candidats pour le poste de ça, comme on l'a fait. Non, mais c'est la société qui devrait réagir. C'est pour nous autres pour vous autres de la société qu'on vient avec les lois. Pour qui travaille-t-on? Pour qui travaille le Parlement? C'est pas pour nous, pour vous autres. Donc la société a le droit de revendiquer, de dire qu'il n'accepte. Parce qu'avant de venir à la publication des lois, la société doit être au courant de ce travail qui est fait pour elle. Mais c'est la société, c'est à vous de la société de ne pas tout laisser au Parlement. C'est à vous d'agir sur l'État aussi. Même pour la corruption, c'est à vous d'agir sur l'État. C'est vous qui avez créé l'État. L'État n'est pas venu comme ça un beau jour. Nous avons demandé la présence de l'État parce que tout allait mal. Donc il nous appartient de continuer cette œuvre de génération en génération. Nous devons faire pression sur l'État. Vous devez vous rencontrer en tant que membre de la société pour agir sur l'État. C'est à vous. Ok. Alors je rappelle aux étudiants, cette série de conférences, c'est comme un prétexte pour vous autres de trouver une problématique de recherche aussi. Ceci est très important. Hein? C'est un prétexte pour vous permettre de trouver une problématique de recherche. Probablement, est-ce la pauvreté, un pays pauvre et la corruption? La pauvreté et la corruption. Bon, on va prendre une dernière série de 3 questions pour terminer parce que. Je ne sais pas comment répondre. Oh oui, c'était quoi? Judiciaire. Et comment l'appareil judiciaire peut-il combattre la corruption? Et c'est facile. Pour combattre la corruption, c'est l'impunité qu'il faut éviter. La répression, c'est-à-dire les arrestations. Le jugement. Dès qu'on verra qu'on a jugé quelqu'un pour corruption, les autres vont s'abstenir de commettre la même faute que lui. Et c'est ainsi qu'on peut éduquer, si on veut aller vite, à court terme. C'est ainsi qu'on peut éduquer la population en procédant à des arrestations, en faisant sortir des jugements, des condamnations, et cela servira d'exemple aux autres. Il faut qu'il y ait des exemples. Ce sont les jugements, les décisions de justice. Très bien, donc la poursuite doit être certaine. Voilà, vas-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci magistrat, parce que nous avons un gros privilège pour nous capables de gagner un représentant de la cour d'appel. Ce n'est pas n'importe cour, son cours de sagesse. Et il prouve dans le fonctionnement. D'ailleurs, toutes les décisions à la cour d'appel, comme on t'a rappelé, c'est 3 juges, avait dit, qui réfléchissent. Ce n'est pas la décision d'une personne, mais c'est ils ont une décision réfléchie. Merci. Et je pense que nous avons enrichi nous davantage. Et en plus, comme nous sommes des étudiants, des postulants, pour nous capables de travailler sur un sujet qui est assez sensible
Et moi-même, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Je me puise en pile là. Merci. Et moi, j'ai une question, mais qui a deux aspects. Premièrement, si je bien retenu, est-ce que corruption, c'est pas affaire typiquement une affaire publique que privée? Parce que presque toute institution là n'a parlé de l'IA, il accès sous l'État. Ça a prouvé que, pour moi-même, c'est pas parce que je m'ai pas ajouté, c'est compréhension, on dit compréhension, petit magistrat, ou à aider moi. Ça a prouvé que le problème, c'est le problème l'État lié. Parce que la majorité d'institutions qui créent, qui combattent la corruption, c'est pour l'État qui fait qui combattre la corruption. Parce qu'il ressemble que les privés ou presque pas la donne. Bon. Si on la donne, minime. Deuxième partie question, c'est par rapport à la situation de la violence, magistrat. La situation la situation de la violence, remontée violence en Haïti. Nous gagnons un professeur Alain Gilles, qui écrit en pile sous le domaine ça. Magistrat, l'aime pas prendre ensemble avec M. Alain Gilles, il dit que dans la partie violence, presque chaque monde dans le pays a exercé violence en gens. Mais je dis là, l'aime ta garder dans l'ancien livre, monsieur a écrit, moun la Tibonite, il dit, mais comment exercer violence, Port-au-Prince, Jérémy, Cap, dans le nord et sud-est, dans le grand sud. Mais je dis la situation violence, Port-au-Prince, gang armé, li importé, nous gagnons dans tout le pays. Et, magistrat, excusez-moi, nous pas qu'à parler ça fort. Attendez, magistrat. Ministre Kotoye, ça veut dire qu'il est responsable de la justice là, il vient avec une notion de territoire perdu. Et si nous regardons la corruption là, il t'a parlé tout à l'heure là, il dit c'est l'éradication de la pauvreté pour nous capables de faire. Là, nous tombons dans l'économie primaire, secondaire pour nous joindre une population. Mais voilà que mes territoires perdus ici. Et nous avons une situation de violence. Mais nous, par exemple, tout près nous là, nous-mêmes, là, pendant qu'on a parlé là, nous n'avons pas un papier. Quand il y a qui ça, nous pouvons le faire. Parce que pour nous mettre loi, pour Yoshita, magistrat, il faut que nous soyons organisés nous beaucoup plus mieux pour nous mettre en confiance que Léo achète un bac sur tu ne peux pas courir quitter pour ne pas tomber dans la corruption, magistrat. Bon, je ne peux pas ajouter, parce qu'on est où sont monde de sagesse, vaut mieux que me tendez. Merci. Vous avez dit comment combattre la corruption avec le banditisme, corruption et puis banditisme. J'ai l'impression que c'est ça. Je crois qu'on a attendu trop tard pour combattre le banditisme. Le banditisme n'est pas venu aujourd'hui ou l'année dernière. Nous avons pris toutes les dispositions pour qu'il y ait banditisme. D'abord, il y a des raisons économiques. C'est la responsabilité de l'État de prendre en charge tous ceux qui ne peuvent pas aller à l'école. L'instruction primaire doit être obligatoire, c'est-à-dire jusqu'à la 6e année. C'est ce qu'avait préconisé Louis-Joseph Janvier, un de nos penseurs, un de nos théoriciens, des gens valables, ces penseurs politiques de l'école patriotique. Il faut prendre en charge les économiquement faibles. Si quelqu'un veut garder le pouvoir, dès son arrivée, il doit penser d'abord à la création d'emplois. Il doit penser à l'agriculture, le développement de l'agriculture qui nous donnerait l'agro-industrie. Parce qu'il faut quand même exporter. Cette affaire d'importation à tout bout de champ, nous n'exportons pas, c'est tout à fait normal que nous soyons réduits à notre plus simple expression. Vous avez un peuple à nourrir, l'État. Vous avez un peuple à loger, c'est l'État.
Aucun candidat à la présidence n'a jamais parlé de politique de logement dans ce pays. À ma connaissance, jamais parlé de politique de logement. Tous les gens sont au Champ de Mars, qu'est-ce qu'ils deviennent? Le Champ de Mars devient un repère de voleurs. Moi, j'ai peur de passer au Champ de Mars. Je ne passerai pas là le soir, jamais. Je prends la chance durant la journée. Il appartient à la responsabilité de l'État. L'État est trop irresponsable. Création d'emplois pour donner de l'argent, pour mettre de l'argent dans la poche des parents, pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école. Créer des écoles à travers toute la République, pour qu'il n'y ait pas tous ces ignorants qui vont voter pour n'importe qui. Il faut éclairer les esprits. Voilà la responsabilité de l'État pour ne pas tomber dans ce que nous sommes là aujourd'hui. Parce que quand les gens ne peuvent pas se nourrir, ils sont enclins à tous les crimes. Et voilà. L'État est trop irresponsable, voilà pourquoi nous sommes déjà... Et le banditisme n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut remonter. Il faut remonter, je dirais, à plus d'une vingtaine d'années. Ça a commencé lentement. Et puis jusqu'à s'élargir comme ça. Et nous n'avons rien dit, nous autres de la société, vous restez toujours la bouche fermée. On avait dit on voulait essayer quelque chose de pire. Il fallait éviter. Mes chers amis, c'est très important. Le débat est intéressant, mais il faut soulager aussi notre intervenante seule. La vérité, c'est que nous devons remercier IGF et CCH et pour leur présence. Je rappelle aussi pour les étudiants, cette série de conférences, c'est un prétexte pour trouver une problématique pour la préparation des mémoires de sortie. Alors nous remercions vivement, je vous demande d'applaudir Maître Florence Mathieu qui a animé seul la conférence aujourd'hui. C'est pourquoi je dis qu'on ne présente pas une grande personne, on annonce tout simplement c'est une grande personnalité de la justice haïtienne. Et merci Maître Florence Mathieu. Alors nous allons prendre congé de vous, mais jusqu'avant, j'appelle Mme Tourazil pour les annonces. Voilà. Merci, Maître Laurent. Bonsoir à vous tous et à vous tous. Et merci d'être venus, merci d'avoir partagé et d'avoir écouté et échangé avec Madame Mathieu. Et pour le mois prochain, on va faire l'annonce pour le mois prochain qui sera le vendredi 29 septembre. On aura avec nous la Commission nationale des marchés publics. On aura avec nous l'ensemble contre la corruption, la Police nationale d'Haïti et l'UCREF. On aura 4 institutions. Et déjà, on vous attend en nombre et de très tôt pour qu'on puisse permettre à chacune de représenter l'institution et aussi de débattre sur le sujet qui nous tient à temps, sur la lutte contre la corruption. Merci. Alors, jusqu'à terminer, nous allons prendre... On fait silence, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, on fait silence. Et nous allons avoir Maître Mathieu pour le mot de la fin, mais ce n'est pas la fin de nous. Sur quoi? Moi, j'ai confiance dans mon pays. Les choses ne vont pas rester telles qu'elles sont. C'est à vous, les jeunes, de prendre en main le destin d'Haïti. Haïti ne mourra pas. Nous allons mettre la main à la pâte. Soyez fermes, soyez convaincus. Agissez sur l'État. Vous autres de la société, sachez produire vos demandes pour que les choses changent et qu'Haïti triomphe grâce à vous. Voilà, nous avons un grand merci à Mme Florence Mathieu
Et un grand merci aussi à Maître Jean Simpson Desanclés, Maître Eddie Auguste du cabinet Patrick Laurent qui nous ont fait le plaisir de visiter le forum aujourd'hui. Merci messieurs. Et vous attend déjà le 29 si vous serez libre, disponible et disposé. Mesdames et messieurs, c'était là le deuxième numéro du forum anticorruption de l'APEC. Je prends compte de vous et vous donne rendez-vous le 29 septembre. Dieu voulant. D'ici là, merci et bon week-end. Merci.